Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir le président du réseau IRA dans le monde, mais également le député Biramda Beit pour parler de l'actualité brûlante mauritanienne. Nous avons plusieurs questions à lui poser et nous remercions les députés d'avoir accepté de répondre à ces questions et d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation. Tous les réseaux mauritania.com remercient chaleureusement le député Biramda Abeid et ses collaborateurs d'avoir voulu nous accorder tout son temps pour répondre à nos questions. Le directeur Alion Sow et tout son staff remercient l'équipe du président et député Biramda Abeid pour sa disponibilité à répondre à nos questions. Monsieur le président Biramda Abeid, voici notre première question. D'aucuns disent que la loi sur la protection des symboles est dangereuse pour les acquis de la liberté d'expression et certains considèrent qu'en Mauritanie, les lois sont faites pour la consommation extérieure. Qu'en pensez-vous, Monsieur le Président? Merci. Notre deuxième question, Monsieur le Président, est la suivante. D'autres disent que les réseaux sociaux et la presse électronique mauritanienne ont créé un climat délétère marqué par la banalisation de la diffamation et des agressions et violations inédites de la vie privée, mais aussi de l'intégrité morale des personnes, notamment publiques, et qu'il est temps de mettre un terme à cette pagaille très préjudiciable. Qu'en dites-vous? Par ailleurs, comment, selon vous, peut-on concilier les libertés individuelles et collectives garanties par la Constitution et le musellement du peuple consécutif à l'application de certaines dispositions telles que libellées dans les présents projets de loi? Merci. Bonsoir, le directeur Alain Sow et ses collègues Diko Hanoun et les autres. Bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les militantes, à tous les militants. Bonsoir aussi à toutes les personnes, à tous les Mauritaniens qui écoutent cette interview. Concernant la première question sur la loi pour la protection des symboles, j'ai déjà exprimé les craintes très bien justifiées que j'ai eues par rapport à cette loi. Car j'ai dit, je le répète ici, qu'il n'y a pas et il ne doit pas y avoir de hiérarchisation dans la protection que les lois procurent aux hommes, aux êtres humains. La protection de la loi doit concerner tous les citoyens dont les représentants édictent cette loi. Donc il n'y a pas des personnes qui, de par leur fonction, ou de par leur titre, ou de par leur rang social, doivent être protégées de manière spécifique
Donc, cette loi aussi, elle ne doit pas empiéter sur les acquis de la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la liberté de la presse, les acquis que les Mauritaniens ont déjà pu réaliser. Là aussi, c'est une autre crainte. Par ailleurs, c'est pourquoi, avant d'arriver à la seconde partie de la réponse, nous sommes opposés au vote de cette loi en l'état. Et j'ai réclamé, j'ai demandé aux autorités supérieures, au président de la République, à son Premier ministre, à son gouvernement, de surseoir à au vote en plénière de cette loi en attendant que toutes les parties puissent vraiment discuter encore beaucoup plus profondément pour pouvoir amender cette loi pour préserver les acquis de la liberté de la presse et pour préserver aussi une équité dans cette loi qui doit protéger tout le monde. Par ailleurs, je reviens dans un second vocal. Bonjour Mauritania.com, toujours concernant cette loi sur la protection des symboles. Et suite, j'ai dit par ailleurs, par rapport à un premier vocal, une première partie de ma réponse, la seconde partie de ma réponse concerne le climat délétère de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, que les blogueurs mauritaniens et les administrateurs des sites électroniques, ceux qui s'expriment sur WhatsApp aussi, sur Facebook, ils ont transformé cette liberté de la presse en une pagaille qui permet aux personnes, aux individus qui n'ont pas pu s'imposer de manière honorable par les jeux démocratiques, par l'effort de persuasion des populations, par l'effort de travail politique et des droits de l'homme envers l'opinion, les personnes qui n'ont pas, et les individus qui n'ont pas pu s'imposer en prenant les risques de leur opinion, le risque de leur idée, pour avoir un pied sur la scène politique, ces personnes ont choisi la diffamation, les insultes, les ragots, l'attaque, les attaques sur la vie privée des gens, sur l'intimité des gens, et une diffamation, des diffamations qui dépassent les bornes. C'est vrai, on les connaît, vous les connaissez. Ils sont les gens, ils sont les principaux blogueurs, ils sont les principaux pseudo-blogueurs, pseudo-journalistes. En vérité, beaucoup de personnes ne peuvent pas supporter ces insultes comme les supporte par exemple Biran. Beaucoup de familles ne peuvent pas supporter ces insultes, comme ma famille. Car avec toutes les insultes, les diffamations, nous restons droits dans nos bottes. Nous, la grande famille de Ira et la famille plus restreinte de Biram Dahabé. Mais les autres qui ne peuvent pas supporter
toutes ces insanités gratuites émanant des personnes lâches, des personnes qui n'ont aucune existence légitime en démocratie, parce qu'ils n'ont pas pu se légitimer par quoi que ce soit, ni par la rigueur dans les propos, la rigueur dans la recherche de l'information, la rigueur dans l'utilisation de l'information, la rigueur dans la déontologie, de prendre l'information, de la diffuser. Ils n'ont aucune moralité. Bon, je pense que ces personnes, tôt ou tard, des gens réclameront justice envers cette personne, envers ces personnes, mais je pense que les lois mauritaniennes sont déjà des lois qui se sont prononcées sur ce genre de forfait, ce genre de délit, euh, de lâcheté. Et je pense que le législateur mauritanien n'a pas besoin encore de relégiférer encore de nouveau. Il suffit seulement que ces lois soient réhabilitées, soient appliquées correctement pour que le problème soit réglé, pour que chaque diffamateur, chaque insulteur public, chaque ragoteur puisse trouver vraiment sa sanction. Et dès que une, deux, trois personnes sont sanctionnées, les mauvaises langues vont se ranger. Les détenteurs de mauvaises langues vont certainement ranger leur langue. Voilà. Le troisième aspect, bonjour encore, bonsoir Mauritanie.com. Le troisième aspect de cette réponse concernant la loi sur les symboles, il est vrai, comme vous l'avez indiqué, que les lois sont toujours, ne sont pas toujours destinées à l'application. Les lois sont souvent destinées à la consommation et très souvent aussi les lois sont utilisées aussi comme prétexte de règlement de compte, avec même des innocents. Ceci aussi existe. C'est pourquoi toute loi qui n'est pas très claire dans ses contours, toute loi euh, qui est, qui a une élasticité qui permet aux juges, à ceux qui sont chargés de dire d'appliquer la loi, qui leur permet vraiment de pouvoir avoir les coups des franges, avoir beaucoup de liberté, avoir des zones d'ombre, des zones élastiques qui leur permettent vraiment de régler des comptes aux gens. Ce genre de loi doit être évité. Nous devons les éviter et nous ferons tout pour l'éviter aussi à travers cette loi. Monsieur le Président, notre troisième question est la suivante. Pourquoi les autorités cherchent à protéger juste les symboles de l'État contre toute forme de diffamation, alors que des citoyens victimes du crime odieux contre l'humanité comme l'esclavage et les victimes des exactions extrajudiciaires sont à la merci de toutes les formes de diffamation négationniste, sans que l'État ne lève le petit doigt pour les protéger? Merci. Monsieur le Président, notre quatrième question est la suivante. Vous avez été longtemps saisi et sollicité par beaucoup de milieux de la diaspora mauritanienne sur les 5 continents à propos de la double nationalité. Un projet de loi est en cours, bien que vous vous êtes déjà félicité du progrès qu'il représente, tout en réclamant des améliorations. Que pensez-vous des avancées sur ce sujet qui tient à cœur pour beaucoup de Mauritaniens? Merci. Exactement, Mauritanie.com, dans votre deuxième question, quand vous parlez encore une fois de cette liberté d'expression qui, dans certains de ses paramètres, rime
avec la porte ouverte, très grande ouverte d'ailleurs, à la diffamation impunie, aux attaques immorales sur les vies privées, sur les personnes, pas sur leurs idées, ni sur leur action politique, ni sur leur action publique, mais les attaques sur les personnes, sur les familles des personnes. Nous, effectivement, on a vécu un détournement très grave de la liberté d'expression en Mauritanie pour certaines personnes, pour la grande majorité des blogueurs, des pseudo-blogueurs, des pseudo-journalistes et des personnes qui veulent s'ériger en un objecteur de conscience alors qu'ils sont moralement des hommes presque aux abîmes. C'est pourquoi, c'est-à-dire, il est inconcevable que ce climat qui porte de très grands préjudices aux citoyens mauritaniens qui sont attaqués dans leur vie privée, dans leur vie intime, attaqués gratuitement, attaqués mensongèrement, attaqués de manière diffamatoire, que ce soit des simples citoyens ou des hommes publics. C'est vrai que l'État doit faire quelque chose. Et ceux qui s'opposeraient à toutes les personnes qui s'opposeraient à une action en ce sens pour protéger les personnes publiques et privées, puis pour protéger les citoyens et les hommes publics contre cette sauvage situation, ce climat sauvage et délétère, malsain. C'est tout à fait légitime et l'État même est tenu à appliquer, à créer et appliquer des lois pour protéger la vie des gens, l'intégrité morale des gens. Parce que l'intégrité morale doit aussi être protégée comme l'intégrité physique, selon toutes les lois du monde. C'est pourquoi nous pensons qu'il est, à juste titre, le gouvernement est tenu à légiférer en ce sens. Mais il y a une législation déjà prête, il faut l'appliquer. Mais il ne faut pas confondre les diffamateurs, les insulteurs publics, les ragoteurs, hein, avec les personnes qui expriment de manière sincère, de manière correcte, de manière loyale, leurs critiques vis-à-vis de l'État, et vis-à-vis même du chef de l'État. C'est leur droit vis-à-vis de chacun des hommes publics. C'est leur droit, donc il ne faut pas les confondre et les mêler avec les insulteurs publics qui, eux, sont des gens qui sont totalement versés dans les délits tous les jours et dont les écrits, les propos doivent être sanctionnés par la loi. Voilà. Concernant cette troisième question, je vous rejoins dans ce cas où l'État mauritanien tolérerait de manière quasi automatique des profanations de martyrs des personnes qui ont déjà rendu l'âme. Par exemple, les victimes d'esclavage, mais aussi les victimes de la tentative de génocide qui a endeuillé les Noirs. Il y a certaines personnes qui, de manière récurrente, expriment volontiers et publiquement
je ne parle pas des personnes qui n'ont pas fait exprès de sortir leur opinion au public. Ces personnes qui expriment de temps en autre volontairement et publiquement des propos indécents vis-à-vis de certaines franges de la population, des propos indécents et choquants vis-à-vis de certaines victimes d'injustices racistes ou esclavagistes. L'État doit bien sûr, c'est son devoir de le faire et c'est sa responsabilité de réprimer aussi ce genre de propos, car ça doit rentrer aussi ça doit tomber sur l'escarcelle des lois répressives sur des propos indécents, des propos qui transgressent l'intégrité morale des personnes. Voilà, c'est mon point de vue. Rebonsoir, mauritanien.com. Je vous remercie encore de cette question sur le projet de loi sur la double nationalité en Mauritanie. En effet, j'ai été toujours saisi et approché par des membres de la diaspora mauritanienne, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique ou ailleurs, sur les préjudices qu'ils subissent à cause de l'interdiction de la double nationalité en Mauritanie. Car le fait qu'ils obtiennent une nationalité autre que celle de la Mauritanie les fait perdre de manière automatique la nationalité mauritanienne. D'où une rupture de liens importants, très profonds, intimes avec la Mauritanie, avec leur pays. D'autre part, ça leur fait perdre beaucoup de droits à l'intérieur du pays, de droits, de toutes sortes de droits importants. Et il n'y a pas un droit qui n'est pas important. Ces droits sont perdus du fait que le Mauritanien perd sa nationalité originelle mauritanienne puisqu'il a acquis une autre deuxième nationalité. Un autre aspect encore non moins important, c'est la grande partie des Mauritaniens qui vivent dans la zone de la CEDEAO, dans les pays de la CEDEAO. Ces Mauritaniens sont lourdement pénalisés, sont lourdement affectés par le fait que la Mauritanie a quitté la CEDEAO et que eux-mêmes, pour pouvoir vivre correctement, travailler correctement en Mauritanie, pour vivre correctement, travailler correctement dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, pour que notre large diaspora dans ces pays de la CEDEAO puisse faire des affaires, étudier correctement, obtenir des diplômes, pour même être un entrepreneur, pour même avoir une puce téléphonique. C'est extrêmement difficile parce qu'ils ne sont pas citoyens de la CEDEAO. C'est pourquoi ils sont lourdement affectés, très chèrement affectés, et ces citoyens m'ont toujours saisi à chaque fois que je voyage dans ce pays. C'est pourquoi j'ai longtemps plaidé pour que la Mauritanie change la loi sur la nationalité pour accepter la double nationalité. Le projet de loi, d'ailleurs, répond, après mon dernier voyage en Côte d'Ivoire, le projet de loi a répondu à cette doléance importante des citoyens normaux qui ne veulent qu'avoir l'autorisation d'obtenir une double nationalité pour pouvoir et garder leurs droits en Mauritanie et aussi acquérir leurs droits dans leur pays, le pays de leur nouvelle nationalité.
Ça, c'est la catégorie la plus importante de Mauritaniens, notamment des hommes d'affaires mauritaniens qui sont à l'extérieur, qui sont dans les pays de la CEDEAO. Une autre catégorie, c'est celle de la diaspora qui a des ambitions politiques. Elle est très restreinte, elle est minoritaire par rapport à la première catégorie, mais elle n'est pas moins encore dans son droit de réclamer bien sûr, de participer à la chose politique, à la chose publique. C'est pourquoi la version actuelle du projet de loi qui qui dit faire exception de la double nationalité des Mauritaniens qui veulent être des députés, de hauts fonctionnaires ou des ministres. Bon, je milite et je réclame des autorités que ce projet de loi, encore bien qu'il représente une avancée importante de la large diaspora mauritanienne dans tous les pays du monde, notamment en Afrique de l'Ouest, il doit néanmoins, ce projet de loi, s'élargir encore davantage pour que au moins la fonction de député et de ministre soit aussi exceptée de cette interdiction de double nationalité, pour que l'interdiction soit souscrite au poste de président de la République, de président de l'Assemblée et de très hauts fonctionnaires sécuritaires chargés de la sécurité de l'État. C'est pour cela qu'on milite et on espère qu'avant que le projet de loi ne soit voté, on puisse réussir, nous puissions réussir à convaincre les autorités d'accepter cet amendement. Néanmoins, je dois bien sûr me féliciter de la première avancée qui est déjà une avancée, mais aussi je continuerai à réclamer aussi cet élargissement. Et je vous remercie. Monsieur le Président, notre cinquième question est la suivante. Selon l'actuel ministre de Justice, les futurs détenteurs de la double nationalité ne pourront pas briguer le poste de président de la République, devenir membre du gouvernement ou occuper une fonction élective, député, conseiller régional, maire ou conseiller municipal. À quoi sert de garder la nationalité mauritanienne quand on sait qu'on aura plus de droits dans le pays qui nous accueille? N'est-ce pas une discrimination manifeste entre les citoyens? Certains auront tous les droits et d'autres deviennent comme des accessoires de la République. Merci. Monsieur le Président, la sixième question est la suivante. Vous avez participé avec le président du parti RAG, Oumar Ouliali, et d'autres hauts cadres de IRA et RAG dans une tournée limitée dans la vallée ces derniers jours. Quelle impression vous en avez eue après les campagnes successives et violentes de dénigrement qui vous ont visé et dont la source sont vos concurrents politiques, dont les hommes politiques et les activistes issus de la vallée? Merci. Rebonsoir encore, mauritanien.com. Je suis entièrement d'accord avec vous quand vous dites que quand un citoyen mauritanien est privé d'accéder à toutes les fonctions électives dans son pays, il est purement et simplement privé de son droit civique. Et priver quelqu'un de droit civique, ça doit être l'objet d'un jugement en bonne et due forme, suite à un crime ou un délit infamant, je m'excuse, que ce citoyen a commis. Or,
le fait d'obtenir une deuxième nationalité ne peut pas être une infamie. Ah non. Donc moi je pense que cette fois-ci, ceux qui ont proposé la loi, le projet de loi, je pense qu'ils s'y ont mis avec beaucoup de légèreté. C'est pourquoi, comme je vous ai dit, j'ai libellé ma réponse, mon avant-dernière réponse à une question quasi similaire. Je dirais que moi-même, je pense, j'ai agi dans ce sens de réformer le projet sur la nationalité, la loi sur la nationalité, le code de la nationalité. Et je pense que cette première formulation qui a permis à tous les Mauritaniens de pouvoir obtenir une deuxième nationalité, je pense que c'est une avancée. Je l'ai dit à l'époque, lorsque le projet de loi est sorti. J'ai été beaucoup insulté pour ça, mais mon devoir est de recevoir les insultes, mais aussi mon devoir est de rechercher l'intérêt du citoyen, après l'avoir écouté et compris ses problèmes. Je pense que la grande partie des victimes de, de la loi sur la nationalité, du premier code de la nationalité qui interdisait la double nationalité, je pense que les, 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 les catégories les plus importantes, les plus larges, ont eu déjà ce qu'ils voulaient dans la première formulation de ce projet de loi. Une autre catégorie, celle des citoyens qui veulent faire la politique, je pense qu'ils ont le droit de s'inquiéter, de considérer qu'ils sont devenus des assoirs de la République, comme vous l'avez dit, parce que privés de tout droit civique. Donc, avec leur double nationalité, ils ne peuvent prétendre à aucune fonction élective, à aucune fonction de l'État. Je pense qu'on doit reformuler encore cette loi avant son vote. Et c'est dans ce sens que je fais des propositions au gouvernement. Je fais des propositions à qui de droit pour couper la poire en deux. Les fonctions premières du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, les hautes fonctions sécuritaires, comme les différents chefs d'état-major, doivent rester des fonctions vraiment des fonctions de personnes ne détenant pas une double nationalité. Mais tout le reste doit être ouvert pour les gens de la double nationalité. Fonction de ministre, député, élu, que ce soit maire ou conseiller municipal ou aucun autre fonctionnaire de la fonction publique mauritanienne, de haut en bas et d'en bas en haut, sauf des fonctions bien déterminées, de très hautes fonctions sensibles, tout le reste doit être ouvert aux détenteurs de la double nationalité. Je pense que dans cette solution, on va trouver l'équité. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie encore, Mauritania.com. Cette question concernant quelle impression nous avons eue de notre dernière visite dans certains contrées de la vallée du Sud et aussi ceci s'est fait après de violentes campagnes de dénigrement qui ont été orchestrées par beaucoup d'adversaires politiques, notamment des activistes politiques de la vallée. Oui. Bon, vous savez, l'avantage que nous avons, nous, par rapport aux autres, c'est que nous vivons avec le peuple. Non seulement nous nous déplaçons, autant moi que le président Omar Ali et les autres cadres et militants d'Irak, mais aussi à Nouakchott, nous vivons avec les gens de Nema, avec les gens de Kermassen, avec les gens de Nouadhibou, de Zouerat, de Birmograine, avec les gens de Bogué, de Kayedi, de Selibabi, de Rosso, avec les gens de Makama, les gens de Kiva, de Tijgija, les gens d'Atar, tous les Mauritaniens, d'où qu'ils se trouvent,
les bureaux de IRA à Iloka et les bureaux d'Arag au PK10, la maison du président Biram, chaque jour que Dieu fait, il y a des défilés de citoyens, de longues files de citoyens, de toutes les communautés, des citoyens de toutes les régions, de tous les départements, de toutes les communes, de tous les villages, partout en Mauritanie, qui viennent, et aussi des villes comme Nouakchott, comme différents départements de Nouakchott, qui viennent exposer leurs problèmes. Et dans les qui-vives et avec beaucoup de manière très consciencieuse, les dirigeants, les militants de IRA et d'Arag recherchent des solutions à ces problèmes, assistent ces personnes pour la solution de leurs problèmes. Bon, c'est une particularité que nous avons. Notre courant a cette particularité par rapport aux autres courants politiques, dont les maisons des chefs, aussi les bureaux, sont totalement déserts à longueur d'année et ne peuvent connaître une affluence que pendant les périodes électorales. Voilà que nous sommes partis, nous quittons Nouakchott pour l'intérêt du pays pour suivre exactement toutes les visites que j'ai faites, moi, Omar Ouliali et les autres cadres, notre délégation dans la vallée tout dernièrement. Ce sont des visites guidées par des personnes qui sont venues chez nous, dans nos bureaux, à Nouakchott, se plaindre et demander notre assistance. Nous ne partons jamais à l'aveuglette. Mais nous sommes une destination privilégiée des citoyens qui ont leurs problèmes d'injustice sur le bras et nous partons là-bas sur le terrain pour témoigner notre solidarité, pour aussi prendre, tâter le pouls de la situation sur place avec les autorités administratives, avec les citoyens eux-mêmes, pour pouvoir agir dans le sens du règlement, dans le sens de l'assistance, dans le sens de la dénonciation des injustices. Voilà. Je reviens dans un autre vocal pour cette question importante. C'est pourquoi ce que nous faisons, c'est en communion avec les populations. Et il faut que nos adversaires sachent que s'ils sont des adversaires politiques dignes de son nom, notre compétition doit être politique, elle ne doit pas être personnelle. Ils doivent limiter le temps qu'ils consacrent aux insultes, aux attaques personnelles, aux ragots, aux diffamations, parce que ça leur fait perdre le temps. Ses adversaires, ses frères. Nous voulons que pour compétir avec nous, pour dire que Biram ne peut plus poser pied dans la vallée, que Biram, les Hratin lui ont tourné le dos, que Biram, les Mours, lui en veulent à mort, que Biram, les tout couleurs, bon, l'ont déserté, les Soninké veulent sa peau. Ça ne suffit pas. En tant que compétiteur digne, efficace, ça ne suffit pas. Un discours tiré par les cheveux ne suffit pas à devancer un adversaire. Un adversaire politique, il n'y a pas d'autre adversité entre nous. Ça doit être une adversité politique dans la fraternité. Ceci requiert des actions politiques. Donc, il est inutile
et il est contre-productif pour ses frères, pour ses adversaires politiques, de continuer à s'adosser sur l'appartenance ethnique, l'appartenance linguistique, sur la race, sur les insultes, sur la diffamation pour pouvoir devancer le courant Irarag et ses leaders, dont Biram Dahabed. C'est inutile et je pense que ce qu'on a déjà vu prouve déjà que cette démarche est contre-productive. Pour amener les gens du Fouta, les Alpolar, ou amener les Soninké, ou les Maures, ou les Haratin, ou les citoyens mauritaniens, pour les amener à réussir à les arracher, à les faire détester Biram, à les faire laisser Biram, il faut leur donner quelque chose à la place des actions de Biram, à la place des actions de Irak, à la place des actions d'Irak, à la place de notre discours, à la place de notre présence, à la place de notre disponibilité. Voilà. C'est avec ça, mais pas avec autre chose. Je vous dis que certainement, Biram n'est pas ira aussi Irak ensemble, Biram ira Irak ensemble, ne sont pas l'idéal que les gens victimes d'injustice en Mauritanie, que les populations mauritaniennes qui aspirent à un meilleur vivre, à beaucoup plus de justice, à beaucoup plus de bien-être, qui aspirent à la fin du chômage, à la fin de la cherté des prix, à la fin de l'esclavage, de la discrimination, du racisme, à la fin du délabrement, de l'enseignement, de la santé, des services publics, des gens qui aspirent à accéder à leur citoyenneté pleine, à avoir leurs terres, recouvrer leurs terres, recouvrir leurs papiers. La meilleure solution idéale et magique n'est pas Biram, n'est pas Rag, n'est pas Ira. Mais il faut concevoir que nous sommes les seuls à poser des solutions sur le terrain. Nous sommes les seuls à assister, nous sommes les seuls parmi les mouvements et les partis de l'opposition qui sont capables d'essaimer sur tout le territoire national, de répondre présent, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les communes, dans les départements. À Nouakchott, nous sommes les seuls à pouvoir répondre présent dans le bureau du ministre, dans le bureau du Premier ministre, dans le bureau du chef de l'État, pour réclamer des droits, réclamer la levée de l'injustice, réclamer, voilà, assister les gens. Ça, c'est une donnée fondamentale. Encore une fois, Mauritanie.com, toujours sur cette question de notre visite dans la vallée, ce que prédisaient certains, que le groupe Balatoré et Kumba, lorsqu'ils ont quitté Irak, que l'on déclarait un peu partout que c'est fini, la porte de la vallée est fermée pour Biram. Bon, ils l'ont dit c'était dans une situation d'euphorie, une situation de grand enthousiasme, de beaucoup d'illusions, parce que ni moi, je ne détiens la porte des Adouaba des villages Haratin pour pouvoir les fermer au nez de Balla et de Kumba et de quelqu'un d'autre, ni eux-mêmes, ni les autres qui ne sont pas eux, qui sont longtemps aussi, qui ont longtemps fait la politique dans le Fouta, ne détiennent cette clé pour la fermer. On est de qui que ce soit, ni aucun membre des tribus maures n'a aussi ce privilège de pouvoir fermer les tribus, les membres des tribus, les fermer. On est des autres hommes politiques, je pense, que nous sommes dans une compétition politique ouverte. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de retard dans notre conception de la politique.
La tribu est passée par là, l'ethnie est passée par là, les irrédentismes ethniques, tribaux et des castes sont passés par là. Il y a des blocages, mais il faut encore concevoir que notre démocratie a quand même avancé en ce sens que des gens avec une certaine persévérance, avec une certaine sobriété, avec une certaine patience, avec un discours clair, un discours cohérent, avec aussi une certaine ouverture, une certaine approche, proximité avec les populations, on peut toujours, euh, on peut toujours ouvrir toutes les ethnies, tous les groupes à un discours cohérent. On peut toujours pouvoir faire une percée et faire la subversion de ces liens traditionnels, de ces liens ethniques ou de castes pour pouvoir porter une voix citoyenne, pour pouvoir vraiment créer une solidarité citoyenne, créer vraiment un foyer de citoyenneté qui permet à des gens d'ethnies différentes, de tribus différentes, d'ethnies différentes, de tribus différentes ou de castes différentes de se retrouver autour d'un projet citoyen. C'est ce que nous faisons ou nous tentons de faire. Voilà, la preuve, c'est que ma visite toute dernière, il y a, il y a l'enthousiasme qui a traversé, qui a l'enthousiasme, la sympathie entre nous et beaucoup de foyers, beaucoup, à Dar el-Barka, à Ferala, à Tekan, à Debaïmbignik, là où il y a les Poulards, nous ont accueillis massivement, avec beaucoup d'enthousiasme, avec une adhésion sincère, massive, populaire. Il y a aussi beaucoup de villages haratines un peu partout, Saïba, à Deler, à Moulpoura, un peu partout, qui nous ont, à Dar el-Barka aussi, à Rabié, qui nous ont accueillis aussi, de manière massive, sincère et enthousiaste. Il y a aussi des groupes morts qui nous ont accueillis, comme par exemple à Ain Salam, le cheikh, l'ancien ministre Ahmed Khalil Jassidir, et son groupe, leur accueil aussi a été très fort, très enthousiaste, très sincère. Donc, nous ne pensons pas que cette compartimentalisation politique, bon, Biram, tu prends les Harati, nous, on prend les Polars, c'est notre chasse gardée, notre fief, quelqu'un d'autre prend les morts. Je pense que je suis contre cette approche de compartimentalisation. Elle ne peut pas résister à l'avancée des idées démocratiques. D'ailleurs, c'est une approche rétrograde, réactionnaire, et qui ne nous permettrait pas de sortir de l'auberge. Donc, il faut des actions qui pourront vraiment permettre à tous les Mauritaniens d'être ensemble. Le seul cadre valable en Mauritanie, c'est un cadre qui permet à tous les Mauritaniens de se retrouver. C'est pourquoi j'ai dit toujours que les partis de la majorité présidentielle et les partis traditionnels de l'opposition sont des partis constitués quasiment des morts. Et j'ai dit que les partis d'opposition, par exemple, là, vivent aussi une, une appartenance mono-ethnique, comme chez les mots. C'est pourquoi, à Héra, au RAG, on a toujours voulu marquer une empreinte de multi-ethnicité à notre mouvement, qui s'adresse à tous les citoyens, sans distinction d'ethnie, sans distinction de couleur de peau, sans distinction de langue. Tous les Mauritaniens sont les bienvenus. Concertant la forte inimité, la forte aversion que vous avez essayé un peu d'expliciter, la forte aversion, la forte immunité de mes frères parmi l'élite politique du Fouta,
qui est souvent à l'étranger. Cette aversion contre Biran, contre Irak, contre Irak, pour moi, elle n'est pas justifiée. Elle n'a pas de justification. Parce que Biran court derrière des droits, Irak court derrière des droits, l'Irak court derrière des droits, et nous sommes un courant politique très représentatif de tous les Mauritaniens, mais spécifiquement représentatif des Mauritaniens qui recherchent leurs droits, qui ont leurs droits spoliés de manière historique ou de manière conjoncturelle, comme par exemple les Haratines et les autres ethnies noires. Donc, en quoi je pourrais être la cible de personnes qui disent être victimes de racisme, de déportation, de tueries extrajudiciaires, qui sont des rescapés d'un génocide, qui sont victimes d'expropriation des terres, qui sont victimes d'exclusion de leur propre pays.